Tu es sûr? Tu risques de devoir conduire toute la nuit. Si je n'y vais pas, ils donneront le travail à quelqu'un d'autre. On a besoin de cet argent, Oti. J'ai embrassé ma femme pour lui dire au revoir et je suis parti pour la nuit. D'habitude, je fais mes trajets tôt le matin, mais un ancien ami m'a trouvé ce nouveau boulot. Je devais conduire jusqu'au quai le plus proche pour récupérer des fournitures médicales destinées aux hôpitaux. Même si je dis le plus proche, le trajet faisait presque 60 km. J'ai regardé mon téléphone, il était déjà 23h30. Je suis monté dans le camion et aussitôt, un éclair a zébré l'horizon. Le grondement du tonnerre m'a fait froncer les sourcils. S'il te plaît, ne pleure pas. Mais comme toujours, mes prières sont restées sans réponse. 15 minutes plus tard, une pluie battante s'est abattue. Les gouttes étaient si grosses qu'elles faisaient plus de bruit que ma grand-mère et ses flatulences. La visibilité devenait exécrable, et conduire dans ces conditions était un cauchemar. Le visage inquiet de Ruti m'est apparu devant les yeux, et j'ai commencé à regretter ma décision. Mais je me suis dit que je ne serais pas un homme si je renonçais et rentrais chez moi. J'ai fini par me garer sous un arbre, sur le bas-côté, pour attendre que la pluie se calme. Le bon dîner que j'avais mangé à la maison m'a rendu somnolent, alors j'ai fermé les yeux pour une petite sieste. Quand je me suis réveillé, mes yeux ont mis un moment à s'habituer à l'obscurité extérieure. J'ai allumé les phares et j'ai immédiatement eu la chair de poule. Au bout de la route, j'ai aperçu une silhouette immobile. Qui ça pouvait bien être ? J'ai tourné la clé de contact et j'ai roulé vers elle. En m'approchant, ses traits se sont peu à peu précisés. C'est pas vrai, c'était une femme. Je me suis arrêté juste à côté d'elle et j'ai baissé ma vitre. Ça va, madame? Elle est restée là, silencieuse, à fixer mon visage. Ses cheveux étaient en bataille, comme si elle ne s'était pas lavée depuis des jours. Madame, vous avez besoin d'aide? Quelle heure est-il? Quoi? Est-ce qu'il est minuit passé? Sa question m'a surpris. Enfin, si on est seul sur une route déserte, on se préoccupe plutôt de sa sécurité que de l'heure, non? Minuit et demi. Parfait. Elle a levé les yeux vers le ciel, puis s'est mise à marcher lentement vers le siège passager. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué pour la première fois le sac à dos sur son épaule. Elle s'est arrêtée juste devant la portière et a esquissé un sourire inquiétant. Tu peux m'emmener jusqu'à la station-service la plus proche? Oui, bien sûr. J'ai ouvert la portière en lui rendant un sourire maladroit. Elle n'était pas très grande et tendait la main dans le vide. C'était vraiment étrange. Elle pouvait monter toute seule, mais elle attendait que je l'aide. Par galanterie, j'ai attrapé sa main pour la hisser et... Bordel. Quoi? Ta main. Elle est glacée. Peut-être parce que je suis une meurtrière à sang-froid. Elle s'est assise à côté de moi, son sac sur les genoux. Sa façon de parler, de rire, même de respirer, me mettait mal à l'aise. À un moment, je me suis dit, quelle fille saine esprit fait de l'autostop au milieu de la nuit? Mais après tout, ce n'était pas mes affaires. Nous avons roulé en silence pendant 10 minutes, et l'inconfort devenait pesant. J'ai tenté de lancer la conversation. Alors, tu es d'ici? Pourquoi? Juste comme ça. Ce n'est pas très sûr de traîner dehors si tard, tu sais. J'ai fugué. Exactement ce à quoi je m'attendais. Oh, tes parents doivent être inquiets. Ils s'en fichent? Son visage était calme, totalement neutre. Pourquoi? Les morts ne peuvent pas s'inquiéter. Tes parents sont morts? Oui. Elle a gloussé en disant ça. Je me suis demandé qui pouvait rire de la mort de ses parents. Est-ce que je viens de faire une énorme erreur en la prenant en autostop? Comme si elle avait lu dans mes pensées, elle m'a fixé en souriant. Tu prends souvent des autostoppeuses comme moi? Non. Je travaille plutôt le matin. Donc c'est ta première fois dans le noir, hein? Ces questions étaient tellement hors sujet que je ne savais parfois pas quoi répondre. Puis soudain, j'ai senti une odeur infecte, semblable à celle d'un animal écrasé sur la route. Chaque seconde, la puanteur envahissait davantage l'habitacle, au point que j'ai dû baisser la fenêtre pour faire entrer de l'air frais. C'est impoli de demander à une fille. D'où vient une telle odeur, même si j'étais presque sûr que ça venait d'elle.
Ses vêtements étaient couverts de boue. Ses ongles étaient noirs de saleté. Il était évident qu'elle connaissait des jours meilleurs depuis sa fugue. Un silence pesant s'est de nouveau installé quand elle a commencé à arracher la peau autour de ses ongles. Puis elle s'est mise à se gratter le cuir chevelu, Arrachant des mèches avec violence. jusqu'à ce que le sang commence à couler. C'était horrible à regarder. Bon sang, voilà pourquoi les anciens nous disent de ne pas nous droguer. Tout s'expliquait, son odeur corporelle, ses vêtements sales, ses réponses étranges. Elle était clairement sous l'emprise de quelque chose de très fort. À ce moment-là, je voulais juste la déposer quelque part, n'importe où. Tu sais à quelle distance se trouve la prochaine station-service? On dirait que vous voulez vous débarrasser de moi, comme mes parents. Non, pas du tout. Je voulais juste... Stop! Son cri m'a fait freiner brutalement. Les pneus ont hurlé et nous nous sommes arrêtés à un carrefour. Elle a baissé sa fenêtre et a sorti la tête pour mieux regarder autour d'elle. Elle a inspiré profondément, comme si elle cherchait une odeur précise. Puis elle a tourné la tête vers moi, ses yeux étaient grands ouverts, ses pupilles dilatées comme si elle complotait quelque chose de mal. Elle a penché la tête sur le côté et a souri jusqu'aux oreilles. Tout va bien? Elle a secoué la tête de gauche à droite pour dire non, puis elle a brusquement ouvert la portière et sauté du camion. Avant même que je comprenne ce qui se passait, elle a couru dans la forêt dense et disparu dans la nuit. Je ne pouvais plus la voir. Attends, où tu vas? Mon esprit était complètement en panique. C'est alors que j'ai remarqué qu'elle avait laissé son sac à dos dans mon camion. L'odeur pestilentielle était toujours là, même après son départ. Est-ce que... ça vient du sac? J'ouvre le sac. As-tu déjà rencontré quelqu'un en te disant qu'il pourrait être un monstre? Moi oui, et c'est quelque chose qui me hantera toute ma vie. Je faisais de l'autostop pour rentrer chez moi un après-midi quand je l'ai rencontré. Je sais que l'autostop est dangereux, je sais que j'aurais dû être plus prudent. Lâche-moi, maman. J'avais 16 ans et je revenais d'une visite chez un ami qui habitait à la périphérie de la ville. J'étais à environ 1 kilomètre du centre quand la chaîne de mon vélo a cassé. Je n'avais que 2 options, le pousser jusqu'à la maison ou l'abandonner. Ce vieux chefine était pratiquement mon seul moyen de transport. Mes parents, pauvres fermiers comme ils l'étaient, ne pouvaient évidemment pas m'offrir une voiture. J'aurais préféré laisser une jambe sur le bas-côté que ce vélo. Je me suis donc dit que j'allais le pousser jusqu'à la maison et réparer la chaîne. Ce n'était pas compliqué. C'est comme ça que je me suis retrouvé à marcher le long de la route quand un van noir brillant a déboulé sur cette route à 2 voies bien au moins 15 km/h au-dessus de la limite. J'ai cru que le conducteur allait m'engueuler parce que j'étais sur le bord de la route. C'était courant ici. Les types du coin criaient après toi, non pas parce que tu les gênais vraiment, mais parce qu'ils avaient eu peur de presque te renverser. Quand le van a reculé, je me suis préparé à entendre le classique discours « Fais attention où tu marches, ne te colle pas à la route, si tu continues comme ça, tu finiras par te faire percuter. » Mais en voyant le véhicule de plus près, j'ai compris que ce n'était pas quelqu'un du coin. Le van avait une carrosserie noire, lisse et brillante, presque comme de la soie. Sur le côté, il y avait un masque de théâtre. Tu sais, les masques comédie et tragédie. C'était exactement comme celui que j'avais vu sur le bâtiment du club de théâtre à l'école, sauf que celui-ci était différent. Un masque était blanc, joyeux, riant aux larmes, l'autre était rouge, effrayant, la bouche ouverte comme s'il hurlait. Au-dessus, il y avait un mot. J'ai lu « Harlequin », mais j'ai compris plus tard que c'était écrit « Harlequin ». Le conducteur a baissé sa vitre et, loin d'être en colère, il avait l'air paniqué. « Oh mon Dieu, ça va? Je jure que je ne voulais pas te percuter. Il faut vraiment que je fasse plus attention sur ces routes de campagne. Tu veux que je te dépose en ville? J'y vais justement. C'est le moins que je puisse faire. » Je savais pourtant qu'il ne fallait pas monter avec des inconnus, mais c'était une petite ville. C'était littéralement le premier véritable étranger que je rencontrais de toute ma vie.
Je faisais de l'autostop depuis mes 12 ans. Je connaissais les règles. Ne monte pas avec les types trop tactiles, refuse si tu ressens un mauvais pressentiment. Et avec lui, je ne ressentais rien de bizarre. La ville était à moins d'1 kilomètre. Je ne pensais pas rester longtemps dans le van. Et franchement, c'était mieux que marcher sous ce soleil écrasant. Quand j'ai hoché la tête, il m'a dit de mettre mon vélo à l'arrière. « Fais attention avec la bâche, par contre », a-t-il ajouté d'un ton soudain plus sec. « Je ne veux pas que tu déranges quoi que ce soit là derrière, surtout pas cette bâche. » J'ai ouvert les portes arrière et découvert ce qui ressemblait à l'atelier d'un bricoleur. Des outils suspendus à des sacs, un établi avec des serre-joints, des cordes, toutes sortes de choses. Près de l'établi, il y avait une grande bâche bleue recouvrant quelque chose de volumineux. J'étais curieux, mais je me suis souvenu de son avertissement. J'ai donc posé mon vélo contre la paroi et refermé pour aller m'asseoir à l'avant. L'homme était tout sourire pendant que nous roulions vers la ville. Il me parlait de tout et de rien. En quelle classe j'étais, comment ça se passait à l'école, si j'avais toujours vécu ici. J'ai répondu du mieux que je pouvais. Mais quand sa vitesse a de nouveau augmenté, j'ai commencé à m'inquiéter. Je n'ai rien dit de peur de l'énerver. Quand mon vélo est tombé à l'arrière, j'ai jeté un coup d'œil pour vérifier qu'il n'avait rien abîmé. Ce n'était pas le cas, mais mon regard s'est immédiatement posé sur la bâche. Quelque chose s'en échappait. Un liquide rouge, comme de la peinture, s'écoulait lentement sur le sol du van. Ce n'était qu'un filet, pas grand-chose, mais suffisant pour me mettre mal à l'aise. J'ai essayé de me rassurer. Ça pouvait être de la peinture ou même du sang d'un animal. Mon père chassait le cerf et la turcaire, et il lui arrivait de ramener ses prises enveloppées dans une bâche. Pourtant, ce liquide me dérangeait. Quand le conducteur a grogné « Qu'est-ce que tu regardes ?» Je me suis retourné en disant que je vérifiais simplement mon vélo. Il n'avait pas l'air convaincu. À mesure que la ville apparaissait, son attitude a changé. « Tu sais, a-t-il dit d'une voix désormais froide, j'ai pris pas mal de gamins de ton âge en autostop. Je suis en quelque sorte en voyage. Peut-être que tu aimerais venir avec moi. Je pourrais te montrer où je les ai déposés. Enfin, la plupart. J'en emmène justement un en ce moment. Tu voudrais le voir? Hein? Tu voudrais ?» Quand il m'a regardé, ses yeux avaient quelque chose de reptilien. À cet instant précis, j'ai connu ce qu'il y avait sous la bâche. C'était exactement le genre de personne dont ma mère m'avait toujours dit de me méfier. Je me suis dit que c'était probablement la dernière fois que je ferais de l'autostop, peut-être même la dernière fois que je ferais quoi que ce soit. Et je remercierai toujours le ciel d'avoir levé les yeux à ce moment-là. Nous passions par la bibliothèque, le conducteur ne regardait pas la route, quand j'ai aperçu l'agent de traversée levant son panneau. J'ai crié pour qu'il fasse attention. Il a freiné. Dès que le van s'est arrêté, j'ai bondi dehors. Il a hurlé derrière moi, mais je n'ai pas cessé de courir avant d'atteindre le commissariat à quelques rues de là. Je suis entré en trombe et j'ai tout raconté, disant que je pensais qu'un homme avait un cadavre à l'arrière du van. Mais les policiers ne m'ont même pas cru. Ils m'ont dit d'arrêter de jouer et de rentrer chez moi. Après avoir insisté plusieurs fois, j'ai été forcé de partir. Je n'ai compris à quel point j'étais passé près de la mort que quelques années plus tard. Un soir, ma mère et moi regardions America's Most Wanted à la télévision. Il parlait d'un homme conduisant un van noir avec un masque de comédie et de tragédie sur le côté, et les mots « Harley Quinn ». Le conducteur, Marcus Flint, avait apparemment pris en autostop 12 gamins et les avait tous tués avant de les abandonner dans les bois près de Rutgers. Ils l'ont arrêté après le 12e, le 13e ayant réussi à s'enfuir et à le dénoncer. Je n'ai jamais osé le dire à ma mère, mais j'ai compris qu'il m'avait pris alors qu'il en était à environ 8 victimes. J'aurais bien pu être le 9e. C'est terrifiant de réaliser à quel point j'étais près de la mort sans même le savoir. Mon mari et moi vivons dans un ranch, dans une zone très rurale de la Géorgie. La ville la plus proche, avec une épicerie, se trouve à 45 minutes de route de chez nous. En général, je fais les courses seul pendant que mon mari s'occupe de la maison. Un jour, j'étais à peu près à mi-chemin de la ville, sur un tronçon de route assez déserte, quand j'ai vu 2 personnes sur le bas-côté. Elles faisaient du stop, le pouce levé. J'ai ralenti en m'approchant. On aurait dit un homme et une femme. Je savais que ce serait risqué de les prendre, mais en y réfléchissant, je me suis demandé depuis combien de temps ils étaient là, à marcher pendant des heures sans rien aux alentours sur des kilomètres. J'ai eu pitié d'eux, surtout de la femme.
Elle avait l'air épuisée. J'ai décidé de leur venir en aide et je me suis arrêté à une trentaine de mètres devant eux. J'ai baissé la vitre et demandé où ils allaient. Ils m'ont dit qu'ils avaient juste besoin d'aller en ville. C'était exactement là où je me rendais, alors je leur ai dit de monter. La femme est montée à l'arrière et l'homme à l'avant. Avant même que je puisse remettre la voiture en marche, l'homme a soudainement tiré le frein à main. Il a sorti un couteau et l'a approché de ma gorge. « Sors de la voiture. »« Non. »« Tu es sûr que ta vie vaut ce refus, madame ? Tu ne repartiras pas avec cette voiture. » J'ai vu des mains passer devant mon visage, puis une seconde plus tard, la femme à l'arrière avait passé un cordon autour de mon cou et m'étranglait contre l'appui-tête. « Tu fais moins la maline maintenant, hein ? Attrape-la, tue-la. Arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu attends ? Coupe-la !» J'ai cru que j'allais me faire poignarder à mort, mais pour une raison quelconque, l'homme hésitait. Il semblait ne pas vouloir aller jusqu'au bout. Peut-être que sa complice était plus capable de violence que lui. Au lieu de me tuer, il m'a attrapé et m'a forcé à passer à l'arrière. Après quelques secondes de résistance, la femme m'a tiré complètement sur la banquette arrière. Pendant que je luttais pour reprendre le souffle, il lui a donné le couteau et lui a ordonné de me tuer si je tentais quoi que ce soit. Puis il a pris le volant et démarra en trombe. La femme était furieuse, elle hurlait qu'ils auraient dû m'éventrer et me jeter hors de la voiture dès le départ. Honnêtement, moi aussi j'étais confuse. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que je lui tienne tête, ou peut-être que c'était juste un lâche. Quoi qu'il en soit, nous roulions bientôt à plus de 110 km/h en direction de la ville. J'essayais de rester calme, recroquevillé dans un coin de la banquette arrière sans donner l'impression que je pouvais tenter quoi que ce soit. En regardant la femme qui me gardait sous la menace du couteau, j'ai vu une folle prête à ôter la vie au moindre prétexte. L'homme au volant, aussi indécis qu'il paraissait, était la seule chose qui la retenait. Et cette pensée était terrifiante. Ils ont continué à se disputer, cherchant quoi faire de moi. Tant qu'à garder avec nous, on pourrait au moins s'en servir. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut s'arrêter et s'amuser avec elle. Ça fait longtemps, non ? Tu n'as pas envie de te défouler ? Non, ferme-la, on ne fera pas ça. Alors on la vend à un plouc dans la ville pour quelques billets. Tu veux nous faire arrêter ? Réfléchis 2 secondes. Réfléchir ? Comment le fait de l'emmener avec nous au lieu de la balancer dans un fossé, c'est réfléchir ? Tais-toi, tais-toi. La tension montait à une vitesse folle. À tout moment, l'un d'eux pouvait exploser, je le sentais. C'est à ce moment-là que nous avons atteint le dernier carrefour avant la ville. Il restait encore environ 13 km, mais ce simple stop à 4 voies, à l'intersection de 2 routes rurales, annonçait clairement l'approche de la civilisation. Il fallait que je sois morte ou disparue avant qu'ils y arrivent. Pour empirer la situation, il y avait du trafic. 4 ou 5 voitures attendaient dans chaque direction. Quand l'homme s'est arrêté, il a jeté un regard à sa complice. Ce bref regard échangé a suffi à déclencher la femme. Elle s'est jetée vers l'avant, furieuse, et c'est à ce moment-là que j'ai saisi ma chance. J'ai déverrouillé la portière et l'ai ouverte frénétiquement. Mon geste a été remarqué. La femme a hurlé. Et s'est jetée sur moi. Nous sommes tombés au sol et nous avons lutté violemment. Presque immédiatement, la voiture est repartie à toute allure, dépassant illégalement la file et traversant l'intersection. Abandonnée, la femme devenue encore plus folle s'est acharnée sur moi. Je n'arrivais pas à la maîtriser. Je ne pouvais que me défendre. Elle m'a lacéré les bras. Et le sang a coulé dans mes yeux, m'aveuglant. J'ai cru que c'était fini. Mais au tout dernier moment, un passant l'a arraché au-dessus de moi. Plusieurs autres personnes sont sorties de leur voiture pour aider. Ils l'ont maîtrisé pendant que quelqu'un d'autre me portait secours. Pendant toute l'attente de la police, cette femme hurlait et se débattait sans jamais cesser. Elle mordait et griffait, essayant sans cesse de se relever. Heureusement, le shérif l'a arrêtée et j'ai été transporté à l'hôpital. Des semaines plus tard, ma voiture a été retrouvée en Caroline du Nord. C'était aussi loin que l'homme avait pu aller avant d'être arrêté par la police. Que cette histoire serve d'avertissement contre l'autostop. Un simple acte de gentillesse peut se transformer en situation de vie ou de mort en une fraction de seconde. Au début de ma vingtaine, je voyageais d'un bout à l'autre du pays. Je n'avais aucune destination précise en tête. J'étais simplement fatigué d'être coincé toute ma vie dans ma ville natale. Alors dès que j'ai réussi à économiser un peu d'argent et à rassembler quelques affaires, j'ai pris la route sans jamais me retourner.
Le problème, c'est que je n'avais pas de voiture. Donc, quand je n'avais pas assez d'argent pour un billet de bus, soit je marchais, soit je demandais des trajets à qui voulait bien m'en offrir. Cela signifiait souvent faire de l'autostop. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai obtenu un trajet juste avec mon pouce levé. L'autostop a une très mauvaise réputation, mais dans la quasi-totalité de mes expériences, tout s'est bien passé. Bien sûr, comme beaucoup de voyageuses que j'ai rencontrées me l'ont fait remarquer, être un homme rend les choses beaucoup plus sûres. En plus, je reste toujours sur mes gardes et je sais exactement où se trouve mon couteau et ma hachette à tout moment. Malheureusement, un jour, ma chance a fini par tourner. J'étais bloqué à Fresno, essayant de rejoindre une autre ville de Californie. Peu importe laquelle, tant qu'il était plus facile d'y gagner de l'argent. J'ai fait signe à un gars dans un vieux SUV. Il m'a dit qu'il montait vers le nord sur environ 40 km, ce qui m'allait très bien. J'ai tout de suite remarqué qu'il était vraiment énorme, probablement plus de 130 kilos. Il avait un aspect franchement répugnant, mais à ce moment-là, ça faisait un moment que je ne m'étais pas lavé, donc je n'étais pas vraiment en position de juger. Je suis monté et nous avons pris la route. Nous n'avions même pas terminé les présentations que de sérieux signaux d'alerte apparaissaient déjà. « Comment tu t'appelles, fiston ?»« Kai, tout droit sorti de Dogtown. Et toi ?» Ma maman m'a appelé Jet. C'est juste parce qu'elle ne savait pas mieux. « Comment ça ? Je veux dire que mon vrai nom, c'est Jésus. »« Jésus comme Jésus-Christ ?»« Oui, garçon, Jésus-Christ en chair et en os, c'est moi. » Je me suis dit, ça y est, on y est. Ce type était clairement cinglé, mais ce n'était pas la première fois que je montais dans une voiture avec un fou. J'ai simplement levé les yeux au ciel et je l'ai laissé parler avec un scepticisme poli. « C'est pas possible, mec. » « Tu ne crois pas? Alors pourquoi est-ce que je t'ai pris et que je te donne un trajet sans rien demander en retour? Qui d'autre ferait ça? Beaucoup de gens l'ont déjà fait. Peut-être, mais si tu étais une fille, ce ne serait pas le cas. Hein? Laisse tomber. » Nous sommes restés silencieux un moment. J'ai pensé lui demander de me laisser descendre plus tôt, mais j'avais le sentiment que ça le mettrait en colère, et ce n'aurait pas été malin. Je donc encaissai. Malheureusement, ce type aimait trop parler. Je voyais bien qu'il brûlait d'envie de continuer. Finalement, il m'a posé une question sur mes voyages. Il disait avoir parcouru le monde entier, guéri et sauvé des gens partout où il allait en répandant la parole de Dieu. Je n'avais jamais quitté le pays, donc je ne pouvais pas réfuter ce qu'il racontait sur les villes et les pays étrangers, mais il était évident qu'il racontait n'importe quoi. Puis, les choses ont encore empiré. Quel est l'endroit que tu as préféré, Kai ? Probablement la Nouvelle-Orléans. Ah, bon choix. Mais moi, je dirais les îles Vierges. Ça porte bien son nom, tu vois. Tu as déjà été avec une vierge ? Oui, une fois. C'est le meilleur. Plus c'est jeune, mieux c'est, je dis toujours. J'ai des photos dans la boîte à gants. Tu veux voir ? J'ai fermement refusé de voir quoi que ce soit d'illégal ou de dégueulasse, mais il insistait. Ça a dégénéré en dispute. Finalement, il a dit qu'il irait chercher les photos lui-même. Il s'est penché par-dessus moi, a ouvert la boîte à gants et a commencé à fouiller dedans. La voiture a commencé à dériver vers la bande d'arrêt d'urgence à droite. J'ai crié de regarder la route. J'ai essayé d'attraper le volant pour corriger la trajectoire, mais il était trop gros pour que je puisse passer. C'est alors que j'ai vu un camion de chantier garé sur le bas-côté devant nous. Nous foncions droit dessus. Les gyrophares étaient allumés et des hommes se tenaient à côté, totalement inconscients du danger qui arrivait. J'ai hurlé quand nous avons quitté complètement la route pour rouler dans l'herbe, droit vers les arbres. Il a enfin réalisé ce qui se passait et a essayé de se rasseoir correctement pour reprendre le contrôle. Mais il a trop corrigé et a perdu la maîtrise du véhicule. Les freins ont bloqué et nous avons percuté de plein fouet l'arrière du camion. Le pauvre homme qui se tenait là n'a pas eu le temps de réagir. Les airbags se sont allumés. J'étais sonné pendant quelques secondes, mais quand j'ai repris mes esprits, j'ai vu l'horreur. L'ouvrier était coincé entre la voiture et le camion, hurlant de douleur. J'ai insulté ce pervers et lui ai ordonné de sortir pour aider, mais il restait là, figé de choc.
Je suis sorti et j'ai essayé d'aider l'ouvrier, mais dès que j'ai vu l'état de ses blessures, j'ai compris qu'il n'y avait rien à faire. Ses jambes étaient complètement broyées, perdues dans un amas de métal. Une femme est alors arrivée en courant. Elle était au téléphone au 911 et me posait des questions, mais j'étais trop choqué pour vraiment comprendre. Elle était fine, adulte, mais avec une apparence presque juvénile. Je me suis souvenu avoir pensé qu'elle correspondait exactement au genre du taré. Et à ce moment précis, il est sorti de la voiture et est couru droit vers elle. Le crash avait fait disparaître le peu de retenue qu'il avait encore. Il l'a plaquée dans une énorme étreinte, façon ours. Elle s'est mise à crier, à laisser son téléphone et essayer de le frapper pour qu'il la lâche. Après quelques secondes, il l'a projetée sur le sol. Je n'en croyais pas mes yeux. Il essayait de faire ça en plein jour. S'il l'avait voulu, je me suis dit il lui aurait brisé le cou comme une brindille. Je me suis précipité vers la voiture, j'ai attrapé ma hachette dans mon sac, puis je suis allé droit sur eux. J'ai planté la hachette à l'arrière de son crâne. Je l'ai retirée et j'ai frappé encore. Je l'ai frappé plusieurs fois, jusqu'à ce que son corps devienne mou et qu'il roule sur le côté, s'éloignant de la femme. Elle pleurait, gémissait, en état de choc. Beaucoup de sang avait éclaboussé son visage. J'ai fait ce que je pouvais pour la réconforter, mais elle s'était complètement refermée sur elle-même. J'ai regardé autour de moi cette scène irréelle, 2 hommes morts, une femme traumatisée, et moi au milieu me demandant comment j'en étais arrivé là. Peu après, la police et les ambulanciers sont arrivés. J'ai été interrogé et blanchi de toute culpabilité. Ensuite, les journalistes sont arrivés. Je leur ai raconté ce qui s'était passé. La vidéo a fini par devenir virale sur Internet, changeant ma vie à jamais.